Véronique Guillotin pour le groupe RDSE pour 5 minutes. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, le cyberharcèlement s'est de nouveau invité dans le débat public avec le hashtag #Anti2010. Et alors que nous sommes concentrés sur la gestion de la crise sanitaire depuis de longs mois maintenant, ce déferlement de haine en ligne, et j'utilise ce mot volontairement, est venu mettre encore plus en évidence le mal-être de nos jeunes qui s'est accru depuis le début de la pandémie. Si la France demeure dans la moyenne des pays européens concernant le harcèlement et le cyberharcèlement, les politiques publiques mises en place sont extrêmement récentes, une dizaine d'années seulement, alors que dans d'autres pays, le problème est pris à bras-le-corps depuis de nombreuses décennies. Or, ce n'est pas un sujet à traiter de manière accessoire, c'est un problème à traiter, certes, au sein de l'école, mais surtout, et quand je parle d'école, je parle de temps scolaire, mais également de temps périscolaire, mais surtout au sein d'une société tout entière. La famille, d'ailleurs, et la parentalité, sur ce sujet, ont un grand rôle à jouer. Et il est d'autant plus important que le harcèlement se joue aussi sur les réseaux sociaux qui n'offrent plus aucune période de repos aux jeunes victimes. Les problèmes de l'école se retrouvent le soir sur les réseaux et vice-versa. Les statistiques varient selon ce que l'on intègre dans la notion de harcèlement. Si je me réfère à l'excellent et complet rapport de notre collègue Colette Mélot pour la mission d'information à laquelle j'ai assisté, au moins 6% des élèves subiraient une forme de harcèlement scolaire, soit plus de 800 000 jeunes chaque année. Chiffre colossal, chiffre inquiétant quand on sait qu'il peut conduire à des troubles du comportement, plus ou moins graves, des dépressions, jusqu'à des gestes suicidaires qui, pour certains, aboutissent. Je pense par exemple à ce jeune Marseillais de 13 ans, atteint de troubles 10, qui a fait 2 tentatives de suicide suite au harcèlement qu'il a subi, à l'école et sur les réseaux, après s'être tout simplement confié à une camarade de classe sur son homosexualité. Parmi les plus stigmatisés, on retrouve les filles, mais également tous ceux que l'on considère ou qui sont considérés comme différents par leur entourage. Mais aucune catégorie n'est épargnée. Chaque enfant peut être harcelé, mais chaque enfant peut être également harceleur. Aussi, il est impossible de cibler les victimes ou les agresseurs potentiels pour espérer résoudre le problème. Ce sont toutes les valeurs qui traversent non seulement l'école, je l'ai dit, mais également la famille et la société tout entière qui doivent être questionnées. Selon Catherine Blaya, professeure qui dirige les travaux de recherche sur le sujet, les pays les plus concernés par la violence sur les réseaux sont aussi ceux où il y a plus de violence dans la société. Le fond du problème me semble être là. Je note d'ailleurs avec satisfaction que les préconisations du rapport en matière de prévention sont les plus nombreuses. Comme dans beaucoup de domaines, mieux vaut prévenir que guérir, et dans le cas précis du harcèlement, la prévention est particulièrement indispensable en ce qu'elle crée en fait un climat psychosocial dans lequel c'est l'agresseur qui se retrouve du coup stigmatisé. L'empathie, la fraternité sont à l'origine des modèles scandinaves de lutte contre le harcèlement où l'agresseur est perçu comme un élève à guérir plutôt qu'un élève à punir. D'ailleurs, on estime que 40%, ce qui n'est pas anodin, des agresseurs sont également des victimes. En travaillant sur l'empathie et la réflexion des élèves harceleurs et de leurs familles, les modèles suédois et norvégiens appliqués dans de nombreux pays ont fait leurs preuves. Ils développent plus largement la création d'un sentiment de communauté entre les élèves et entre les élèves et l'équipe éducative. Au-delà d'un savoir-faire et d'apprentissage, c'est également le savoir-être qui est diffusé. Au-delà de l'amélioration des relations entre enfants à l'école, on demande effectivement beaucoup de travail aux équipes encadrantes et aux enseignants. On sait qu'ils sont déjà beaucoup sollicités sur différents sujets, mais ils jouent, et il faut le redire, un rôle déterminant en ce qu'ils sont des figures d'autorité et des modèles pour nos jeunes. Le positionnement de l'adulte a un impact considérable lorsqu'il véhicule lui-même la bienveillance, l'engagement, certes un cadre strict et quelquefois des sanctions si nécessaire. Pour cela, le personnel encadrant doit être formé et engagé sur cette cause.
C'est un préalable indispensable sur lequel notre pays doit, me semble-t-il, encore travailler, y compris sur les temps périscolaires où les collectivités ont également leur rôle à jouer. Le décloisonnement est ici nécessaire plus que jamais. Ces mesures générales ont fait leurs preuves en voyant diminuer l'anxiété chez les jeunes et en voyant dans le même temps augmenter leur confiance à leur égard, mais également à l'égard des autres et leur motivation à l'école. Ces mesures générales se déclinent en mesures concrètes telles que des travaux de groupe ou des jeux de rôle pour inciter témoins et victimes à manifester leur réprobation, résoudre leurs éventuels conflits et se mettre à la place des victimes. On revient à l'empathie. Dans le cas du cyberharcèlement, on sait qu'il est plus fréquent chez les écoliers du primaire, 14% des victimes chez les élèves du CE2 au CM2. Peut-être faudrait-il mieux prévenir les familles et limiter davantage le recours à Internet à ces âges. Peut-être également, mais c'est pas peut-être, faudrait-il que les plateformes s'engagent davantage dans cette lutte. Elles ne peuvent plus... faudrait-il conclure. J'ai terminé. Elles ne peuvent plus détourner leurs yeux, mais le législateur non plus. Je vais aller à la conclusion. Tous les enfants ont le droit de se sentir effectivement en sécurité à l'école, de ne subir ni oppression ni humiliation intentionnelle. Ce rapport, comme ses prédécesseurs, permettra, je l'espère, Madame la Ministre, de mettre le coup d'accélérateur dont nos politiques publiques ont définitivement besoin. Et je m'excuse pour le retard et merci. Et reprenez votre masque. Merci. La parole est maintenant à Madame Sabine Van Egg pour le groupe social.